Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Charles Prats, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat, auteur de plusieurs livres sur les fraudes, Cartel des fraudes, Cartel des fraudeux aux éditions Ring. Charles Prats, vous connaissiez cette affaire du ministre comorien des Affaires étrangères. C'est invraisemblable. Hein. Oui, en fait, c'est une affaire que j'ai découvert. La presse de La Réunion m'avait informé il y a 2 ans et demi de ce sujet-là, quand j'ai sorti mon premier livre. Et donc, je l'avais un petit peu médiatisé sur les réseaux sociaux en France, puis j'en avais un peu parlé à la télé, mais ça n'avait pas vraiment pris. Mais voilà, bon, mais c'est une fraude assez classique. Hein. Alors là, il se trouve que c'est un ministre des Comores, d'un pays étranger. Donc on se dit, mais comment un étranger peut venir bénéficier du RSA, de la CMU, etc. Alors là, ça fait la une de la presse locale, puis maintenant nationale, parce que c'est un ministre d'un pays. Mais en fait, des gens dans la situation de ce monsieur-là, il y en a plein. Qui viennent profiter de la sécurité sociale avec des faux papiers et qui truandent. Il y en a plein, il y en a des milliers et des milliers, c'est bien le problème. Bien, alors on va détailler le plan gouvernemental, on va rappeler que les fraudes sociales, ce sont les chiffres donnés par la Cour des comptes, vous n'avez pas les mêmes, hein. Entre 6 et 8 milliards d'euros par an, dit la Cour des comptes. Sur les prestations sociales. Sur les prestations sociales. Je dirais pas qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Ah bon, d'accord. Parce que quand on lit finement le rapport de la Cour des comptes, bon, 8 milliards sur les prestations sociales. C'est beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup. Mais ils expliquent aussi que c'est un minimum parce que les administrations ne leur ont pas donné les informations. Par exemple, la Cour des comptes est venue expliquer que ils demandaient le nombre de cartes vitales par année de naissance, vous savez, pour comparer au recensement, pour avoir de manière fine le nombre de cartes actives avec des droits ouverts, on surnombre ou pas. Et la Cour des comptes nous dit que les administrations n'ont pas voulu leur répondre. C'est écrit dans le rapport. La Cour des comptes a aussi calculé qu'il y avait 2,5 millions de personnes qui étaient bénéficiaires de ce qu'on appelle la PUMA maintenant, la protection universelle maladie, ce qu'on appelait la CMU avant. 2,5 millions de personnes qui en bénéficient, qui ne devraient plus en bénéficier parce qu'elles sont à l'étranger, parce qu'elles n'ont plus de droits, etc. Et là, pareil, la Cour des comptes dit, l'assurance maladie n'a pas voulu nous donner le montant des dépenses. Donc, en réalité, ce rapport de la Cour des comptes, c'est un plancher. Et déjà, on est à des sommes 2 à 3 fois supérieures à ce qu'on nous disait il y a 10 ans, vous voyez. Donc, je sais que on prend les paris, on revient dans 10 ans ensemble, Jean-Jacques Bourdin, et vous verrez que les chiffres auront encore augmenté. Alors, regardons le plan gouvernemental. Puisque vous parliez de la carte vitale, l'une des idées développées par Gabriel Attal, c'est la fusion carte vitale, carte d'identité. Vous y seriez favorable? Ah, c'est la carte vitale Gold, vous savez, comme disait Gad Elmaleh face à dans le fameux film Coco. Mais si vous voulez, c'est une idée qui peut paraître séduisante, cette fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, parce qu'avec la carte d'identité, on aurait l'identité sécurisée. Mais en réalité, c'est un tour de bonneteau. Et c'est assez inquiétant. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, le ministre nous dit qu'il jette à la poubelle la carte biométrique et l'utilisation de la biométrie pour lutter contre la fraude à la sécurité sociale. Et il l'échange avec une étude, parce que c'est ce qu'il annonce ce matin, faire une mission d'étude pour voir si éventuellement on ne pourrait pas fusionner la carte d'identité et la carte vitale. Le ministère de l'Intérieur, depuis hier, dit « nous on n'en veut pas ». On n'en veut pas, Voilà. Donc c'est très embêtant. En réalité, mais la Belgique, le Portugal et la Suède le font. Tout à fait. Vous avez d'autres pays qui le font, mais en France, manifestement, le ministère de l'Intérieur y est très opposé, ce qu'on découvre dans la presse. Pourquoi ? Ah bah voilà, parce que techniquement ce serait pas faisable, parce que ceci, parce que la CNIL, parce que vous savez, il y a toujours plein de raisons dans notre pays pour pas lutter. C'est comme pour la fraude fiscale. Il y avait toujours plein de raisons pour pas lutter contre la fraude à la TVA. On en a parlé depuis des années tous les deux, plein de fois. Oui, c'est vrai. Et donc là, c'est pareil, la biométrie pour lutter contre la fraude sociale, pour s'assurer que les gens qui bénéficient de prestations existent. Ce serait bien la biométrie. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais par exemple, une carte biométrique, c'est une carte individuelle. Non, mais il n'y a pas besoin d'une carte biométrique. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Oui, mais par exemple, je vais chercher chez le pharmacien des médicaments pour mon père qui est malade. C'est pas lui qui viendra chercher les médicaments. Je suis bien. C'est pour ça que je vous dis que la solution, c'est pas la carte biométrique. Les gens et les politiques confondent carte vitale, droit ouvert, etc. Tout le monde est un petit peu en brasse coulée là-dedans. Moi, ce que j'explique depuis des années, ce qu'il faut, c'est sécuriser l'immatriculation sociale par la biométrie. C'est-à-dire que vous, Jean-Jacques Bourdin, vous avez votre numéro de sécurité sociale, on appelle le NIR, qui vous permet après de rentrer dans le système et d'avoir droit à votre retraite quand vous serez retraité, à l'assurance maladie, aux allocations logement, à tout ce que vous voulez, mais il y a votre numéro de sécurité sociale. Et on sait que ce numéro, c'est Jean-Jacques Bourdin. Mais pour s'assurer que c'est bien Jean-Jacques Bourdin et que Jean-Jacques Bourdin ne s'est pas fait 15 identités fictives à côté,
on utilise la biométrie, les empreintes digitales par exemple, pour être sûr que à Jean-Jacques Bourdin, avec ses empreintes, ne correspond qu'un et un seul numéro de sécurité sociale ouvrant des droits. Et donc c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui nous avons 75 300 000 assurés sociaux dans un pays de 68 millions d'habitants, pris en charge. Il va falloir donc les empreintes digitales, on est bien d'accord. Bien sûr. Oui, non mais d'accord, mais si je vais chercher encore une fois des médicaments à la pharmacie pour mon père, il sera pas là avec moi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Mais non, mais il n'est pas question de demander à ce que vous mettiez vos empreintes pour prendre votre boîte de Doliprane. Ouais. L'idée, c'est de dire que votre numéro de sécurité sociale, à vous, on vérifie bien que c'est vous, Jean-Jacques Bourdin, avec vos empreintes. Et derrière, vous aurez la carte vitale classique, etc. Et c'est simplement des ouvertures de droits. Et quand on aura refait ce qu'on appelle le réenrôlement de l'ensemble de la population, ça prend 2, 3, 4 ans. Une fois qu'on a tout remis à plat, on n'aura plus comme aujourd'hui 75 millions de personnes prises en charge, on en aura 68, 69 millions avec les gens qui sont à l'étranger. Et on aura sorti 4, 5, 6 millions de gens du système et vous allez voir que ça va faire beaucoup d'économies. Charles Prats, obligation, idée gouvernementale encore, obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher les prestations, au lieu de 6 mois aujourd'hui. C'est un choix du gouvernement, mais ce n'est pas une mesure anti-fraude. Ça, c'est une mesure de durcissement des conditions d'octroi des prestations, mais c'est pas du tout une mesure anti-fraude en tant que telle. Bien, croisement automatique des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur, c'est indispensable? Alors ça existe déjà, la possibilité d'accès pour les CAF aux fichiers, ce qu'on appelle HDREF, les fichiers du ministère de l'Intérieur. Vous avez une délibération de la CNIL de 2002 qui a 20 ans. Vous avez un décret en Conseil d'État qui permet aux CAF de demander, d'avoir accès en fait aux données du ministère de l'Intérieur pour vérifier si la personne est en situation régulière ou pas. Donc ça peut se faire déjà à la discrétion et à la diligence des organismes de protection sociale. Alors si le sujet c'est de faire un grand système informatique de croisement des données automatiques, d'envoyer les OQTF, etc., au regard des quelques centaines de milliers de personnes concernées, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de faire passer une loi ou de mettre en œuvre un énorme schmilblick. Il suffit simplement de faire les demandes ponctuelles régulièrement par les CAF. Et ça devrait, ce qui devrait être fait d'ailleurs tous les mois, par exemple. Contrôle des retraités de plus de 85 ans installés à l'étranger pour s'assurer qu'ils sont toujours vivants. Alors c'est bien. On sait qu'on a le problème avec l'Algérie, d'ailleurs le ministre l'a dit très spécifiquement. Sur 1000 retraités à Alger, ils en avaient 300 qui n'étaient pas là. 300 non conformes. Donc il y a un sujet qui existe, cela étant, c'est pas là qu'on va gagner des milliards et des milliards en matière de fraude. C'est un sujet dont l'enjeu se calcule en millions d'euros annuels, mais pas en milliards. Bien, la fraude en France, fraude des professionnels de santé, fraude des professionnels de santé, ça existe, Charles? Bien sûr. Les médecins, la Cour des comptes avait chiffré à peu près à 3% la part de médecins généralistes qui trichaient. Sur les infirmiers libéraux, on a des chiffres beaucoup plus importants. Les transporteurs sanitaires, tout ça, on le connaît, on le sait. La question, c'est est-ce que le plan du gouvernement qui consiste à dire... Les Français pourront signaler les incohérences. On vous envoie un SMS et puis vous dénoncez, mon docteur s'appelle Lévy, il habite au 74 rue de Turenne, voyez l'ambiance. Je suis pas certain que ce soit quelque chose de bien, sachant que dans le même temps, l'assurance maladie, dans ses systèmes d'information, a toutes les informations au jour le jour. Donc ils pourraient déjà cibler avec les algorithmes qui vont bien, et c'est pas faute de leur avoir suggéré depuis des années, y compris la Cour des comptes, cibler les médecins qui travaillent 72 heures par jour, les infirmiers qui travaillent 72 heures par jour, etc. Tout ça, on peut déjà le faire. Il n'y a pas besoin de demander à Pierre-Paul Jacques de dénoncer son médecin. Et les arrêts maladie de complaisance? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On sait qu'il y a une très grosse fraude aux indemnités journalières, ce qu'on appelle les IG, aux arrêts maladie. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment... On peut se procurer, c'est ce qu'on disait, sur Internet, un arrêt maladie sur Internet en 10 minutes, quoi. Mais cela étant, est-ce que vous croyez, Jean-Jacques Bourdin, que la mesure phare... Parce qu'en fait, vous savez, sur le plan de lutte contre la fraude fiscale, la mesure phare de Gabriel Attal, c'était les fraudeurs allaient repeindre les centres des impôts. Et là, la mesure phare en matière de lutte contre la fraude sociale de ce plan, ce qui reste, qui va marquer, parce que malheureusement, il n'y a pas de grandes annonces qui crantent, ce qui va marquer, ce sont les 450 Sherlock Snapchat. Cyber-enquêteurs. Voilà, qui vont aller sur Snapchat chercher la fraude. Objectivement, est-ce que vous croyez que c'est vraiment sur Snapchat que l'immense majorité de la fraude sociale se fait aujourd'hui? Alors, la première fraude, c'est quoi? C'est la fraude aux cotisations? Alors, sur la fraude sociale, elle se divise en deux catégories. La fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire le travail au noir, et la fraude aux prestations sociales. Voilà, c'est pas la même chose. Moi,
je reste persuadé, mais ce qui est assez logique, que la fraude aux prestations sociales est plus importante que la fraude aux cotisations. 2 indices. D'abord, on détecte maintenant plus de fraude aux prestations que de fraude aux cotisations. Donc, on laisserait penser que l'ensemble est plus gros. Et 2, le montant des sommes distribuées est supérieur au montant des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'on a un enjeu financier, enfin des dépenses de protection sociale d'environ 900 milliards d'euros par an en France, et on a un peu plus de 500 milliards d'euros de cotisations prélevées. Et donc, quand vous avez des taux de fraude naturelle, parce que la fraude, elle existera toujours. Toujours. Voilà. Ça, donc, vous avez certain. toujours des pourcentages à peu près cohérents de fraude dans le public, dans le privé. On tourne entre 5 et 7%. Il n'y a aucune raison pour que dans l'ensemble des prestations sociales, ce même pourcentage sur un plus gros ensemble ne donne pas des résultats en valeur absolue plus élevés que sur les cotisations sociales. Cela étant, sur les cotisations sociales, les évaluations sont parfois différentes. Vous voyez, les URSSAF disent qu'il y a 8-9 milliards d'euros de fraude. Le Conseil, enfin, vous avez plusieurs estimations qui ont été plutôt vers 17-18 milliards. Nous, à l'époque, avec la Cour des comptes et la DLNF, on était entre 20 et 25 milliards de fraude annuelle aux cotisations sociales. Oui, c'est énorme. Donc, je pense qu'effectivement, la vérité est plutôt vers 18 milliards par an, ce qui est déjà énorme. C'est très important. Et sur les prestations sociales, je vous ai dit, la Cour des comptes dit 8 milliards, mais c'est une évaluation très à minima. À mon avis, on est à beaucoup plus. Et cela étant, une fraude est une fraude. Il faut aller chercher tous les fraudeurs. Bah, évidemment. Et les fraudes sont souvent liées. Vous voyez, je vous donne un exemple. Oui. Moi, en tant que juge d'instruction à l'époque, j'ai instruit un dossier, je me rappelle, j'étais à Évry, où vous aviez, comme j'appelle, la complète jambon. C'est-à-dire que les gars, c'était du travail au noir. Donc la fraude aux cotisations sociales d'entreprise, blanchie par les salariés qui évidemment savaient très bien qu'ils travaillaient au noir, qui eux-mêmes ne déclaraient pas leurs revenus, donc c'est de la fraude fiscale, et puis ils profitaient des allocations comme ils déclaraient pas les revenus. Et donc vous aviez toutes les fraudes réunies dans un seul dossier, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que vous savez, les dossiers de travail au noir sont très liés par exemple avec les fraudes à la TVA, parce qu'une entreprise qui ne déclare pas ses salariés, souvent elle va pas payer sa TVA, et puis les salariés ils vont pas déclarer leurs revenus, et puis ils vont quand même prendre des allocations. Donc tout ça c'est très imbriqué, tout ça c'est très lié, et toutes ces espèces de séparation artificielle entre ceux qui disent il faut lutter contre la fraude fiscale, il faut lutter contre la fraude sociale, pas les uns, pas les autres, etc. En fait, la réalité des dossiers, c'est que tout est très imbriqué et que quand un fraudeur veut frauder, il va frauder par toutes les possibilités qui lui sont offertes. Voilà. Merci Charles Prats, auteur des livres Cartel des fraudes et Cartel des fraudes 2. Merci beaucoup. Merci. Édition Ring, il est 10h47.